Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey, et aujourd'hui je suis malade, et pourtant je vais vous parler probablement du meilleur boxeur qui n'a jamais eu une seule chance pour un titre mondial. J'ai nommé Charlie Burley. Donc la dernière fois je vous avais parlé de Johnny Honeyboy Bratton et de Kid Gavilan, qui étaient donc deux excellents poids welter de la fin des années 40 et du début des années 50, qui avaient tous les deux été champions du monde. Aujourd'hui, je vais également vous parler d'un boxeur qui a finalement fait le yo-yo entre les poids welter et les poids moyens, globalement entre la fin des années 30 et quasiment toute la décennie des années 40. En gros, il a été classé dans le top 10, soit les poids welter, soit les poids moyens, entre 1938 et 1947. Donc pendant 10 années consécutives, avec à chaque fois des victoires extrêmement impressionnantes sur son palmarès. Et pourtant, c'est un boxeur qui n'aura jamais de chance mondiale, ni en welter, ni en moyen, notamment à cause bien évidemment de la Seconde Guerre mondiale, où du coup les titres de ces catégories-là étaient gelés. Et pourtant, ça a quand même laissé d'autres années dans lesquelles il aurait pu choper une chance mondiale, notamment au début. Mais bon, écoutez, ça fait partie de la longue liste de boxeurs qui ont un peu souffert de la guerre à ce niveau-là. Ces boxeurs, en général, on les appelle les Black Murderers Raw, donc en référence à une ligne de batteurs de baseball. C'était essentiellement en fait un terme qu'on utilise pour décrire des boxeurs qui sont noirs et qui n'ont pas eu de chance pour le titre, notamment à cause de leur couleur, dans les années 40, fin des années 30, années 40, en boxe. Alors pourtant c'était des boxeurs qui étaient excellents. Donc en général on place 8 boxeurs dans cette liste-là, donc je vais essayer de pas en oublier, mais du coup on place évidemment Charlie Burley dont je parle aujourd'hui, le Coco Kid, Holman Williams, Bert Little, Aaron Wade, Jack Chase, Eddie Booker, et Lloyd Marshall, j'en ai pas oublié, donc qui étaient des boxeurs qui ont évolué entre les poids welter et les poids moyens, et Lloyd Marshall qui a un peu tapé en mi-lourd. Malgré tout, je pense qu'on pourrait rentrer d'autres boxeurs dans cette catégorie-là, notamment Heather Charles, qui n'a pas eu de chance mondiale alors qu'il était extrêmement bien classé, et en moyen et en mi-lourd, durant toute la décennie des années 40, et il a finalement dû monter en poids lourd pour choper sa chance mondiale en 49. On pourrait également rentrer dans cette catégorie-là un Timor, qui a également fini par avoir sa chance mondiale à la fin des années, début des années 50, contre Joey Maxim, mais qui a passé la décennie 40 super bien classé et à jamais l'avoir. Et on pourrait également rentrer d'autres boxeurs comme Jimmy Bivins, qui pareil est noir et n'a jamais eu de chance, et Elmer Ray, qui a non plus pas eu sa chance mondiale contre Joe Louis, en étant poids lourd, même s'il aurait peut-être eu s'il avait gagné contre Walcott, parce que du coup Walcott l'a eu juste après. Enfin bon, tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal de boxeurs qui peuvent rentrer dans cette catégorie-là. Honnêtement, j'en oublie sûrement. Essentiellement, c'est des boxeurs qu'on retrouve entre les poids welter et les poids lourds, parce que c'était les 4 titres qui étaient gelés pendant la guerre, parce que les 4 champions étaient au front, tout simplement. Donc il n'y a pas eu de combat pour les titres entre en gros 42 et 46. Et l'énorme problème que peut avoir des boxeurs comme Charlie Burley, c'est qu'en fait, il aurait pu avoir une chance mondiale pour les titres avant, mais les boxeurs avant l'ont évité soigneusement, notamment Henry Armstrong, qui l'a évité, et Freddy Civic, même si en fait on va voir qu'il a affronté Civic avant que Civic devienne champion. Et également derrière, en poids welter, il y a Robinson qui a très largement ignoré Burley, qui fait partie des combattants où il y avait eu des contrats qui ont été signés plusieurs fois, et pourtant Robinson a toujours refusé de combattre Burley. Burley qui disait qu'il était même prêt à donner entièrement toute sa bourse à Robinson pour l'affronter, et pourtant Robinson n'a jamais voulu. Et Robinson qui avait dit qu'il fallait être fou pour affronter Burley, et au final on a demandé à Burley si jamais il pensait qu'il aurait pu battre Robinson. Et il a dit je sais pas, mais j'aurais bien aimé qu'on me laisse l'occasion de savoir, en fait, la possibilité de savoir. Donc ouais, c'était vraiment un boxeur exceptionnel, qui vraiment a squatté les top 10 des welter et des moyens pendant 10 ans, et qui est souvent considéré comme étant finalement le meilleur boxeur de l'histoire à ne jamais avoir eu de chance mondiale. Alors c'est pas forcément le meilleur boxeur de l'histoire à jamais avoir été champion. Par exemple il y a Langford qui est souvent considéré comme étant encore meilleur, mais Langford a eu une chance mondiale au début de sa carrière, ce qui n'est pas le cas pour Charlie Burley. Mais du coup Charlie Burley, un autre truc que j'ai oublié de préciser, mais c'est qu'il a été décrit comme étant son meilleur adversaire Archie Moore. Donc Archie Moore a dit que c'était le meilleur gars qu'il avait jamais affronté, et Eddie Futch, quand Eddie Futch, qui est donc un entraîneur extrêmement célèbre, qui en gros a entraîné des boxeurs de légende entre les années 70, 80, 90, notamment Ken Norton, Frazier, Arguello, Mike McCallum, Riddick Bowe, a dit que le meilleur qu'il avait jamais vu en tant que boxeur c'était Charlie Burley. Donc ça laisse quand même un peu imaginer la puissance du bonhomme. Pourquoi est-ce que je dis que ça laisse imaginer? Parce qu'en fait on n'a qu'un seul clip enregistré de Charlie Burley. Bien sûr, s'il avait eu des chances mondiales, on en aurait sûrement eu beaucoup plus. Un seul clip donc contre Auckland Billy Smith, Billy Smith, pour moi, qui est donc un boxeur dont j'aurai l'occasion de reparler également plus tard, parce que c'est également un gros nom de la carrière de Charlie Burley, et donc il gagnera contre Billy Smith en une décision assez nette en 10 rounds. Du coup ça fait qu'on a qu'un petit clip de lui qui n'est pas en super bonne qualité. Je vous invite malgré tout à aller le regarder, je vous le mettrai en description, que ce soit des highlights, des analyses du combat. Il a été décortiné pas mal de fois, parce que Burley est un combattant qui est très connu.
et dont je vais rapidement essayer de vous narrer un peu sa carrière, pour peut-être essayer également de vous donner quelques statistiques, peut-être pour essayer de comprendre un petit peu. Donc c'est un type qui va affronter énormément de noms. Il va commencer par, alors déjà il passe professionnel en 36, on lui a proposé de rejoindre les JO de Berlin, donc qui avaient été organisés par un certain dictateur dont on ne peut pas prononcer le nom sur YouTube, mais il a refusé, parce qu'il ne voulait pas donner de la crédibilité à la dictature. Donc il est passé pro, bon globalement il gagne, parce que Burley est un boxeur très talentueux, et il vient de Pittsburgh en Pennsylvanie, donc il va globalement affronter pas mal de boxeurs sur le circuit de la côte Est. Et ses premiers noms qu'il va affronter, ça va réellement être Fredji Zelik, qui est donc à l'époque un challenger très bien classé en welter, mais qui n'est pas champion. Il perdra une décision serrée à split décision lors de leur premier combat, et il gagnera ensuite 2 combats à la décision contre Zelik. Zelik est un boxeur qui était rugueux et qui deviendra champion du monde d'ailleurs par la suite, en dépit du fait d'avoir perdu 2 fois contre Burley. Mais écoutez, c'est lui qui aura sa chance mondiale contre Armstrong, et d'ailleurs c'est lui qui détrônera Armstrong lors de sa 20e défense de titre, qui du coup ne sera pas comptabilisé. Pourquoi est-ce que c'est pas forcément Charlie Burley? Alors à la fois parce que Burley était noir, à la fois parce que juste avant que Civic ait une chance mondiale, Burley aura à la fois une défaite contre Jimmy Bivins et une égalité contre Georgie Abrams, qui avait été champion du monde en moyen, donc Georgie Abrams qui était quand même un gros client. Alors soit c'est ça, soit c'est parce que Armstrong ne voulait pas de Charlie Burley. En tout cas, ça fait que pendant toute cette première partie de sa carrière, donc Burley est en poids welter, le champion c'est Armstrong. Armstrong, il arrive à trouver de quoi faire 19 défenses de titre sans affronter Burley. Il arrive à trouver suffisamment d'adversaires pour faire 5 défenses de titre en un mois, ce qui est fantastique. Et pourtant, il arrive à pas casser Burley. Il y a également Herbert Lewis Hardwick, plus connu sous le nom de Coco Kid, qui est également un boxeur dont je vais essayer de vous renseigner, également membre des Black Murderers Row, qui lui aussi sera évité en welter soigneusement par Armstrong, ce qui bien sûr enlève un tout petit peu de la grandeur de la carrière d'Armstrong, pas énormément parce que c'est quand même un type qui est exceptionnellement grand, mais voilà, il y a quand même à noter que ça fait les 2 petits combattants que Armstrong a pu éviter. Walter, globalement, il fera quand même une très très bonne performance. Donc il battra, comme je vous ai dit, Civic 2 fois pour une défaite. Il battra le Coco Kid en 15 rounds pour récupérer évidemment le World Colored Welterweight Title. Donc il deviendra champion coloré des poids welter. Il battra Billy Seuss, qui a également été champion moyen et qui a été un excellent boxeur. Il perdra contre Holman Williams, mais je vais revenir sur la rivalité avec Holman Williams, qui lui pour le coup était également un excellent boxeur, également membre des Black Murderers Row, et qui était un pote de Joe Louis et de Armstrong. Les 3 traînaient pas mal ensemble, à Détroit, tout ça. Et donc Holman Williams arrivera à mettre fin, en tout cas arrivera à infliger une défaite à Burley. Ils vont se recroiser beaucoup, Williams et Burley, comme on va pouvoir le voir. Suite à cela, malgré tout, Burley va monter en moyen, donc notamment suite à sa défaite contre Jimmy Vince. En moyen, il va également avoir une campagne vraiment impressionnante entre 42 et 47. Notamment, il va battre Shorty Hogg et Big Boy Hogg, qui étaient donc 2 frères jumeaux qui combattaient en moyen. Il va tous les 2 gagner contre eux. Tous les 2, en fait, il va les arrêter avant la limite. Et alors, il y en a un qui sortira pas pour le 7ème, c'est Shorty Hogg. C'est Big Boy Hogg, et Shorty lui se fera battre par TKO. Et suite à cela, les 2 prendront pas leur retraite, mais seront complètement déraillés dans leur carrière. Ils vont quasiment perdre tous les combats qu'ils auront par la suite. Donc c'est malgré tout très impressionnant de la part de Burley d'avoir réussi à sortir les 2, et il a sorti les 2 en l'espace de quelques mois. Donc c'est vraiment très impressionnant. En fait, en l'espace de 1 mois et demi, donc c'est vraiment génial, une performance qui est très très sous-estimée. Il va également continuer de rencontrer Holman Williams pas mal de fois. Il va perdre 2 fois contre Heather Charles, en 42, 2 fois la décision. Heather Charles qui en fait fait du coup les 2 victoires de Charles sur Burley, qui sont probablement parmi les victoires les plus sous-cotées de Charles. Évidemment, on le connaît beaucoup pour sa période poids lourd Charles. Les gens souvent vous disent que c'est le meilleur mi-lourd de tous les temps, sans vraiment pouvoir vous dire pourquoi. Si souvent ils vous disent qu'il a battu Archie Moore. Mais il ne faut pas oublier que Charles était également un excellent poids moyen, qui a dû monter des moyens à la fois parce qu'il prenait de l'âge et parce qu'il n'avait pas de chance pour le titre, qui a dû monter des mi-lourds parce qu'il n'avait pas de chance pour le titre, avant enfin de pouvoir arriver en lourd. Même en lourd, il a fini par battre Joe Louis, etc. Et Wild Cup 2 fois. Je ne vous refais pas toute la carrière de Heather Charles, mais malgré tout, voilà, il faut quand même noter que déjà dès 1942, Charles est vraiment un combattant très solide. Il va continuer d'échanger pas mal de paires de victoires-défaites contre Holman Williams, notamment dans lequel il vient gagner le championnat coloré des poids moyens contre Williams. Il va le gagner par KO, puis il va le reperdre contre Williams en revanche quelques mois plus tard. Williams et lui ils vont pas arrêter de se recroiser, et en tout, la paire arrivera à 7 combats, 3 qui se finiront par une victoire de Burley, 3 qui se finiront par une victoire de Williams, et 1 qui se finira en no contest, puisque apparemment les 2 combattants n'étaient pas très actifs. Malgré donc en 42, c'est en 42 ou dans l'espace de quelques mois, donc entre mai et octobre, il arrive à affronter 2 fois Charles et 3 fois Williams, qui sont 2 boxeurs Hall of Fame, donc c'est vraiment exceptionnel. Il va également avoir une défaite par décision partagée contre Lloyd Marshall, qui est également un excellent boxeur, qui lui non plus n'a jamais eu sa chance pour le titre, qui a éclaté Lamota dans la grande période de Lamota. C'est vraiment le seul type qui a réussi à le battre, et Lloyd Marshall dirait que c'était l'une de ses victoires les plus faciles, donc vraiment c'était un gros client aussi.
C'est à cela, Burley continuera de rencontrer des Black Murderers Row, notamment Jack Chase et Aaron Wade. Il va également rencontrer une dernière fois le Coco Kid, et ça se terminera par une égalité. Jack Chase et Aaron Wade, il va les croiser pas mal de fois en tout, puisqu'il va essentiellement les battre un peu en boucle. Hein. En tout, il battra Jack Chase 3 fois et Aaron Wade 3 fois, parfois par KO, parfois la décision, parfois en 10 rounds, parfois en 15. Ça vous laisse quand même imaginer eh bien, le bonhomme. Le bonhomme. Également, ce qui est intéressant à noter ici, c'est qu'il va rencontrer Archie Moore, qui va réussir à battre, donc 44. Et Archie Moore également parlera de Burley comme l'un de ses combats les plus difficiles et comme l'un des meilleurs adversaires qu'il a pu affronter. Il va également, pour moi, parmi ses victoires un peu sous-côté, pouvoir donc battre 2 fois Auckland Billy Smith, dont je vous fais parler en début de vidéo. C'est l'un, d'ailleurs, du coup, c'est le seul clip de Charlie Burley en train de combattre que l'on a contre Auckland Billy Smith, leur revanche. Auckland Billy Smith est également un combattant qui a un record, enfin un palmarès, qui peut être assez. Donc c'est facile de passer à côté de la qualité du combattant, mais c'est un combattant très doué qui a pris énormément de noms de l'époque, qui n'a pas forcément tant de victoires que ça contre eux, mais qui vraiment a pris en fait tellement de noms, et enfin c'était forcément un combattant qui est excellent. Finalement en 46, c'est là que ça va être un peu la dégringolade pour Burley. Il va, enfin plutôt 47, mais 46, il va avoir une victoire contre un autre membre des Murderers Row, Bert Little, et malheureusement il va perdre la revanche quelques mois plus tard, début 47. Ça va être compliqué pour Charlie Burley parce que du coup c'est cette année-là qu'il sort des classements, en tout cas du classement top 10 moyen de The Ring, à cause de cette défaite contre Little, donc Bert Little. Il va malgré tout continuer d'avoir quelques combats par-ci par-là, mais déjà ces combats vont passer essentiellement de 10 à 6-8 rounds, et le seul vrai derrière combat qu'il fera en 10 rounds, en tout cas contre un adversaire que je connais, c'est contre Charlie Doc Williams, et il perdra au point en 49. On sent déjà qu'il est vers la fin de sa carrière à ce moment-là, ça fait 10 ans qu'il combat dans le top niveau, et 12 ans qu'il est professionnel, Charlie Burley, et surtout que regardez la quantité des noms qu'il a affrontés pendant cette période-là, c'est vraiment exceptionnel. Finalement, donc il va se retirer petit à petit prendre sa retraite, après une dernière victoire en 1950. En tout, il cumule un palmarès de 83 victoires pour 12 défaites. Parmi ces 83 victoires, il y en a 50 qui sont par KO. Et parmi ces 12 défaites, il n'y en a aucune qui est par KO. Donc il n'a jamais perdu par KO, il n'a jamais été arrêté. Il y aura également 2 égalités et un no contest. Il va finalement être introduit, sans trop de soucis évidemment, à l'International Boxing Hall of Fame, donc le Hall of Fame de la boxe. Évidemment, c'est quand même exceptionnel ce qu'a pu faire Burley. Et il est souvent reconnu par les historiens comme vraiment le meilleur boxeur qui n'a jamais avoir pu affronter quelqu'un pour une chance mondiale. En tout, je vous permets rapidement d'inquiéter, il est introduit en 92, ce qui est extrêmement tôt. En 92, on rappelle que c'est seulement la 3e année où il y a des gens qui sont, qui sont bienvenus pour le temps de la boxe, quoi. Donc c'est vraiment exceptionnel. Vraiment. Et là, je regarde en même temps des dernières statistiques que j'avais notées, The Ring qu'il avait classé 40e de la liste des meilleurs 80 combattants de ces 80 dernières années. Honnêtement, Charlie Burley, alors j'ai vu quelques personnes le mettre dans leur top 10 pound for pound, ça me semble exagéré, je pense que tu peux facilement trouver des noms qui ont plus marqué l'histoire de la boxe que Charlie Burley. Malgré tout, je pense qu'il doit être dans mon top 30, un peu la louche, sans forcément avoir établi un top précis. Je pense qu'il est top 30 très certainement, potentiellement top 40, si vraiment il fait pas le top 30. Donc c'est vraiment un boxeur exceptionnel. Je vous permets rapidement de vous donner quelques statistiques sympas sur Burley, c'est les dernières statistiques que j'ai notées. En tout, il va donc affronter, parmi les petits noms qu'il va affronter, 2 fois Friedrich, il en gagnera 2, il perdra 1 fois. Il va affronter 2 fois Coco Kid avec une victoire en 15 rounds et une égalité en 10. Il va affronter 1 fois Billy Souze, j'ai oublié de mentionner Billy Souze, il va l'affronter en début de carrière, qui a aussi été champion moyen. Enfin, si je crois que j'en ai parlé, je sais plus si j'en ai parlé. En tout cas, il va aussi affronter Billy Souze, qui va donc battre. Il va affronter 7 fois Holman Williams pour 3 victoires, 3 défaites, 1 no contest. 1 fois Georgie Abrams pour une égalité. Sa seule autre égalité, c'est donc le Coco Kid. Il va affronter 1 fois Bill Vince, contre lequel il va perdre. Chaque fois, il va affronter 2 fois les jumeaux Hogg, donc 1 fois Big Boy Hogg et 1 fois Shorty Hogg. Il va gagner contre les deux, et les 2 fois, il va les arrêter. Il va perdre 2 fois contre Heather Charles, perdre 1 fois contre Lon Marshall, une décision partagée. Le Marshall qui était un gars qui était naturellement plus imposant que Burley. Et d'ailleurs, le jour du combat, Burley sera genre 150 livres et Marshall a quasiment 160. Donc c'était plutôt un gros welter contre un moyen. Il va gagner 3 fois contre Jack Chase, 3 fois contre Aaron Wade, 1 fois contre Moore, 2 fois contre Auckland Billy Smith. Il va s'échanger une victoire et une défaite contre Bert Little. Il va perdre 1 fois contre Doc Williams. En tout, si on regarde du coup son palmarès contre tous les Murderers Row, donc il a pu affronter Coco Kid, il a pu affronter Lloyd Marshall, Jack Chase, Aaron Wade et Bert Little, je crois que j'en oublie pas, donc il en a affronté pas mal. Et en tout, il aura 11 victoires pour 5 défaites, une égalité et un no contest. Je sais plus si j'ai mentionné Williams, mais il affronte aussi évidemment Holman Williams. Pardon. Donc c'est vraiment une carrière exceptionnelle que nous propose Charlie Burley, et c'est pour ça je pense qu'il doit être retenu. Il n'y a vraiment qu'un seul clip de lui, mais on voit que c'est un boxeur qui est extrêmement malin. D'ailleurs on pourrait se demander, j'ai pas forcément parlé de son style de boxe en soi. C'est essentiellement un grand technicien et un type qui a une très bonne intelligence de ring. Il a une défense qui est vraiment très bonne et qui est vraisemblablement plutôt basée sur le fait d'être assez évasif et de pas vraiment réussir à se faire toucher. Il avait une stance de boxe qui était un peu plus old school et qui lui permettait de pouvoir avoir naturellement pas mal de défense à l'intérieur de son arsenal.
Il avait une gauche et une droite qui étaient très efficaces. C'était pas forcément un gros puncher, même si évidemment il y avait quand même pas mal de KO. On rappelle un 50 KO sur 83 victoires. Je crois que c'est 83 victoires, j'ai regardé. Ouais, tout à fait. Mais voilà, ça reste donc un boxeur qui avait des capacités de boxe qui étaient vraiment très bonnes et un excellent technicien. Finalement, du coup, bah voilà, il va prendre sa retraite. Je pense que c'est important de retenir Charlie Burley comme vraiment l'un des meilleurs boxeurs à avoir pu en fait, eh bien, être au niveau de la planète, avoir voilà, ouais, en fait, l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire. Et je trouve ça vraiment terrible que ce soit un boxeur qui soit à la fois complètement, alors pas complètement oublié, comme on le voit, sa qualité de boxeur a quand même été reconnue avec le temps. En fait, même était déjà reconnue sur l'époque. Hein. Les gens essaient de continuer de faire vivre un petit peu l'histoire de Burley. Malheureusement en français j'ai trouvé aucune vidéo qui en parle, c'est pour ça que je trouve ça intéressant et important de pouvoir garder une trace de ce grand homme qui était Charlie Burley. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, si jamais c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, bref tout ce que vous voulez. Moi sur ce je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.